Ô maître, je vous l'offre, donnez-moi la richesse. Il est 5 heures du matin. À cette heure, la mégalopole est une bête qui s'étire, encore engourdie par la chaleur résiduelle de la veille. De l'autre côté de la lagune, sur le continent, les gares routières d'Oshodi et de Yaba grouillent déjà, un chaos de klaxons, de prêcheurs de rue et de moteurs diesel qui crachent leur fumée noire. Mais ici, sur l'île de Lekki, dans la zone résidentielle ultra exclusive de Banana Island Extension, le monde est différent. Ici, le silence s'achète, et il coûte cher. Amara ouvrit les yeux. Elle n'avait pas dormi, pas vraiment. Elle avait flotté dans une sorte de brume grise, en état de demi-conscience où le chagrin attendait patiemment qu'elle se réveille pour lui sauter à la gorge. La première chose qu'elle ressentit fut le froid. La climatisation centrale de la chambre principale était réglée sur 18 degrés, une température polaire qui contrastait violemment avec la moiteur équatorielle de l'extérieur. Kunle aimait dormir au froid. Il disait que cela conservait la jeunesse, que cela gardait l'esprit clair. Amara, elle, avait l'impression de dormir dans une morgue. Elle tourna la tête sur l'oreiller de soie ivoire. La place à côté d'elle était vide. Les draps étaient à peine froissés, froids au toucher. Kunle était déjà levé. Ou peut-être ne s'était-il jamais couché. Ces derniers temps, son mari semblait avoir transcendé le besoin humain fondamentaux. Il ne dormait plus, ou si peu. Il mangeait avec une voracité effrayante, et pourtant il ne prenait 1 gramme. Il semblait brûler d'une énergie interne, un feu invisible qui le consumait et le nourrissait à la fois. Amara se redressa, sentant la lourdeur de ses propres os. Chaque mouvement était un effort. C'était comme si la gravité dans cette maison était 2 fois plus forte qu'ailleurs. Elle posa ses pieds nus sur le tapis perçant épais. Elle frissonna. Elle se dirigea vers l'immense baie vitrée blindée qui offrait une vue panoramique sur la crique. Dehors, le ciel passait d'un noir d'encre à un violet meurtri. Les lampadaires de la propriété projetaient des ombres longues et rigides sur la pelouse tondue au millimètre près. Tout était parfait, trop parfait, une perfection clinique sans âme qui lui donnait la nausée. Elle enfila sa robe de chambre en satin et sortit de la chambre. Le couloir était long, large, décoré de peintures abstraites que Kunle avait achetées à prix d'or à des artistes en vogue à Londres, non pas parce qu'il les aimait, mais parce qu'on lui avait dit que c'était un bon investissement. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence retenu, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, terrifiés à l'idée de faire du bruit. Amara ne se dirigea pas vers la cuisine, ni vers le salon. Ses pieds connaissaient le chemin par cœur. Ils la portaient vers l'aile ouest, celle qu'elles appelaient autrefois le quartier des rires. Elle s'arrêta devant la porte blanche, ornée de petits autocollants de super-héros qui commençaient à se décoller sur les bords. Sa main tremblait légèrement avant de saisir la poignée. Elle prit une profonde inspiration, se blindant contre la douleur, et entra. L'odeur la frappa pour première. Ce n'était plus l'odeur de talc, de biscuits émiettés et de transpiration d'enfants qui jouent. C'était une odeur chimique, âcre, un mélange d'éther, de désinfectants puissants et d'ozone généré par les machines électroniques. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par les diodes rouges et graines des moniteurs. Le bourdonnement rythmique des respirateurs artificiels remplaçait le souffle naturel de la vie. Psh, clac, psh, clac. Amara s'approcha des 2 lits médicalisés qui avaient remplacé les lits superposés colorés. Taiwo, Kehinde, ses jumeaux, ses miracles. Ils étaient là, allongés sur le dos, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, percés de cathéters. Leurs visages, autrefois ronds et pleins de malice, s'étaient affinés, presque creusés. Leur peau avait pris une teinte cireuse, translucide, laissant deviner le réseau bleuté des veines en dessous. Amara s'assit sur le tabouret entre les 2 lits. Elle ne pleura pas, elle n'avait plus de larmes. Les larmes s'étaient taries il y a des semaines, laissant place à une sécheresse aride à l'intérieur de sa poitrine. Elle tendit la main et effleura la joue de Taiwo. Elle était tiède, maintenue à température par une couverture chauffante. Mais il n'avait aucune réaction. Pas un frémissement de paupières, pas un soupir. Rien. « Bonjour mon amour », murmura-t-elle, sa voix se brisant dans le silence stérile. « Maman est là. Il est temps de se réveiller, Taiwo. Le soleil se lève. Tu ne veux pas aller jouer au ballon ?» Le moniteur cardiaque répondit par son bip régulier, indifférent. Bip, bip, bip. C'était le son le plus solitaire du monde. Cela faisait 3 mois, 90 jours exactement.
Cela avait commencé par une fièvre, une simple fièvre un mardi soir, puis des convulsions, et le lendemain matin, il ne s'était pas réveillé. Les médecins les plus réputés de Lagos, puis ceux venus d'Afrique du Sud et d'Europe, avaient défilé dans cette chambre. Ils avaient fait des scanners, des IRM, des ponctions lombaires. Ils avaient utilisé des mots compliqués, encéphalite auto-immune atypique, syndrome narcoleptique idiopotique, toxicité environnementale inconnue. Mais au fond, leur conclusion était toujours la même. Nous ne comprenons pas, Madame Balogun. Physiologiquement, ils sont vivants. Leur cerveau fonctionne, mais il est déconnecté. C'est comme s'ils étaient là, mais que la porte était verrouillée de l'intérieur. Amara prit la main de Kehinde dans sa sienne. Elle commença à masser doucement les petits doigts inertes, comme le physiothérapeute lui avait appris, pour éviter que les muscles ne s'atrophient. « Où êtes-vous parti ?» chuchota-t-elle. « Dans quel monde vous êtes-vous perdu ?» Soudain, une sensation étrange la parcourut, un frisson désagréable, comme si quelqu'un l'observait. Elle se retourna brusquement. La chambre était vide, mais l'atmosphère avait changé. L'air semblait plus lourd, plus dense. Elle eut l'impression fugitive que les ombres dans les coins de la pièce s'étiraient vers les lits. « Amara ?» La voix la fit sursauter violemment. Elle lâcha la main de sa fille. Kunle se tenait dans l'encadrement de la porte. Il était déjà habillé pour sortir, et mon Dieu qu'il était imposant. Il portait un agbada bleu nuit, brodé de fils d'argent, le tissu riche et lourd tombant parfaitement sur ses épaules larges. Il portait son chapeau traditionnel, légèrement incliné sur le côté, une marque d'assurance, presque d'arrogance. Sa peau brillait, littéralement. Il dégageait une aura de puissance brute, presque magnétique. Il entra dans la chambre, et Amara eut l'impression que la pièce rétrécissait. Il prenait toute la place. Il ne regarda pas les enfants tout de suite. Il ajusta sa montre en or massive, une pièce unique, incrustée de diamants, et sourit à sa femme. « Tu te fais du mal, chérie », dit-il, d'une voix de velours, une voix qui avait le don de charmer les conseils d'administration et les ministres. « Tu passes trop de temps ici, ce n'est pas sain. Les infirmières de jour vont arriver dans 1 heure, laisse-les faire leur travail. » Amara se leva, lissant nerveusement sa robe de chambre. Elle se sentait petite, sale, fatiguée face à sa magnificence. « Ce sont mes enfants, Kunle. Ce ne sont pas des dossiers qu'on délègue. Je veux être là s'il... Ouvre les yeux. » Kunle eut un petit rire, un son bref, sans joie réelle. Il s'approcha du lit de Taiwo. Il ne le toucha pas. Il garda ses mains croisées dans le dos, comme s'il inspectait une marchandise dans un entrepôt. « Ils vont se réveiller quand le moment sera venu, dit-il, avec une certitude qui glaça le sang d'Amara. Les docteurs ont dit qu'il fallait du temps. Le temps, c'est de l'argent, mais nous en avons, n'est-ce pas? Nous avons tout le temps et tout l'argent du monde. » Il se tourna vers Amara et posa ses mains sur ses épaules. Ses paumes étaient brûlantes. Une chaleur anormale traversa le tissu satiné de la robe de chambre et piqua la peau d'Amara. Elle eut envie de reculer, de se dégager, mais elle resta figée comme une biche face au phare d'un camion. « J'ai une grande journée aujourd'hui », annonça-t-il, ses yeux fixant ceux d'Amara avec une intensité insoutenable. Ses pupilles semblaient dilatées, noires, absorbant toute la lumière. La signature pour le projet de raffinerie à Port Harcourt. C'est fait. Le gouvernement a validé les permis hier soir à minuit. C'est le plus gros contrat de l'histoire de notre société, Amara. Des milliards. Nous allons être les rois de ce pays. Amara le regarda, incrédule. Ses enfants étaient dans le coma, à 2 mètres de lui, reliés à des machines pour ne pas mourir, et il parlait de raffinerie. Il parlait de milliards ? Kunle, commença-t-elle, la voix tremblante. Comment peux-tu penser aux affaires ? Regarde-les, ils sont en train de disparaître. Je pensais appeler le pasteur à Deboyet, ou peut-être ce prêtre dont ma tante a parlé. On dit qu'il fait des miracles. Si la médecine ne peut rien faire, peut-être que Dieu... La transformation fut instantanée. Le visage de Kunle, si lisse, si charmant une seconde plus tôt, se durcit comme de la pierre. Ses doigts se resserrèrent douloureusement sur les épaules d'Amara. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Non. Le mot claqua comme un fouet. Je t'ai déjà dit, Amara, pas de superstition dans cette maison. Nous sommes des gens modernes. Nous vivons au XXIe siècle. Ces pasteurs sont des charlatans qui veulent juste notre argent. Je ne veux voir aucune soutane, aucune Bible, aucune huile sainte franchir le seuil de ma maison. Est-ce clair ? Il approcha son visage du sien. Amara sentit son haleine. Ce n'était pas l'odeur de la menthe ou du café du matin. C'était une odeur féreuse, une odeur cuivrée, comme s'il avait sucé une pièce de monnaie ou mordu sa propre langue jusqu'au sang. « Est-ce clair, Amara ?» répéta-t-il, plus bas, menaçant. « Oui » souffla-t-elle, terrifiée sans savoir pourquoi. « C'est clair. »
Il relâcha immédiatement la pression. Le sourire charmant revint sur ses lèvres, comme si de rien n'était, un masque qu'on remet en place. « Bien, c'est ma bonne fille. Je dois y aller, le chauffeur m'attend. Ne m'attends pas pour dîner, je fêterai la signature avec les associés. » Il lui donna un baiser rapide sur le front, un baiser sec, impersonnel, et sortit de la chambre d'un pas conquérant, ses vêtements bruissant doucement. Amara resta immobile quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Elle porta la main à son front, là où il l'avait embrassé, et essuya la peau frénétiquement, comme pour enlever une souillure invisible. Elle avait peur. Pour la première fois de sa vie, elle avait peur de l'homme qu'elle aimait depuis l'université. Elle entendit la lourde porte d'entrée se fermer au rez-de-chaussée, puis le ronronnement puissant du moteur V8 du SUV blindé qui s'éloignait dans l'allée. Il était parti. Elle devait s'occuper. Si elle restait ici à regarder les moniteurs, elle allait devenir folle. Elle devait faire quelque chose de banal, de domestique, pour s'ancrer dans la réalité. Elle décida de s'occuper du linge de Kunle. Les domestiques le faisaient d'habitude, mais ils étaient devenus négligents ces derniers temps, effrayés eux aussi par l'ambiance de la maison. Et puis, Amara avait besoin de toucher du tissu, de plier, d'ordonner le chaos. Elle se dirigea vers le dressing principal, une pièce grande comme un appartement parisien, tapissée de bois de rose et de miroirs. Elle récupéra le panier de linge sale que Kunle avait laissé près de la salle de bain. Elle commença à trier. Les chemises blanches en coton égyptien, les chaussettes en soie, les sous-vêtements de marque. Elle saisit une jaquette de soutien grise, celle qu'il portait hier soir en rentrant. C'était une jaquette italienne, légère, d'une coupe exquise. Elle vérifia les poches par réflexe pour ne pas laisser un stylo Montblanc ou des billets de banque passer. Les poches extérieures étaient vides, à l'exception de quelques miettes de tabac. Étrange, Kunle ne fumait pas. Elle glissa la main dans la poche intérieure gauche, celle près du cœur. Ses doigts sentirent la soie froide de la doublure, mais rien d'autre. Pas de portefeuille, pas de téléphone. Elle s'apprêtait à poser la jaquette sur la pile pressing, quand son pouce accrocha quelque chose. Ce n'était pas dans la poche, c'était derrière la poche. Une petite bosse, dure et irrégulière, cachée dans la doublure de soie et le tissu extérieur de la jaquette, au niveau des côtes. Amara fronça les fronts. Un bouton de rechange ? Non, c'était trop gros, trop rugueux. Elle palpa la zone avec insistance. La bosse avait la taille d'une noix, mais sa forme était indéfinissable au toucher. Elle retourna la jaquette. La doublure semblait intacte. Mais en y regardant de plus près, sous la lumière crue des spots halogènes du dressing, elle nota un détail infime. La couture inférieure, celle qui fermait la doublure, avait été recousue. Le fil utilisé était noir, comme l'original, mais les points étaient plus espacés, moins réguliers. Ce n'était pas le travail d'une machine industrielle italienne. C'était un travail manuel. Une curiosité froide s'empara d'elle. Kunle cachait des choses, elle le savait. Des maîtresses ? De l'argent liquide non déclaré ? Des diamants ? Dans ce pays, les hommes riches avaient tous leurs secrets. Mais cacher quelque chose dans la doublure de sa jaquette, cela ressemblait plus à de la paranoïa qu'à de l'infidélité. Elle regarda autour d'elle, comme si les murs pouvaient la dénoncer. Elle était seule. Elle se dirigea vers le petit nécessaire de couture qu'elle gardait dans un tiroir à bijoux. Elle en sortit une petite paire de ciseaux dorés, ceux en forme de cigogne, au bec fin et pointu. Ses mains tremblaient légèrement. « Pourquoi trembles-tu » se demanda-t-elle. « C'est juste une veste, c'est ton mari ?» Mais son instinct, cette petite voix primitive au fond de son cerveau reptilien, lui hurlait « Ne fais pas ça, repose cette veste, oublie ». Elle ignora la voix. Avec une précision chirurgicale, elle glissa la pointe des ciseaux sous le fil noir. Cric. Le premier point céda. Cric. Cric. Elle ouvrit une fente de 5 cm. Elle glissa 2 doigts à l'intérieur, dans l'interstice sombre entre les tissus. Elle sentit l'objet. Il était froid, sec. Elle le saisit et le tira doucement vers la lumière. L'objet tomba dans sa paume ouverte. Amara étouffa un cri, portant son autre main à sa bouche. Elle faillit lâcher la chose, mais ses doigts se crispèrent dessus par un réflexe d'horreur fascinée. Ce n'était pas un diamant. Ce n'était pas une clé USB. C'était une petite amulette, une chose grossière, primitive, qui n'avait rien à faire dans ce monde de luxe et de technologie. C'était une petite bourse faite de cuir brut, sombre et craquelée, cousue maladroitement avec un fil rouge sang. Le cuir dégageait une odeur rance,
une odeur de vieille graisse animale qui lui donna immédiatement la nausée. Mais le pire n'était pas le cuir. Le pire, c'était ce qui était incrusté dedans. Il y avait une mèche de cheveux, une petite mèche noire, bouclée, attachée par un fil blanc et cousue à même le cuir. Amara caressa la mèche du bout du pouce. La texture, si fine, si douce, elle connaissait cette douceur. C'était la texture des cheveux d'un enfant. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se revit 4 mois plus tôt, dans la salle de bain, avec ses ciseaux de coiffure, coupant les pointes des cheveux de Taiwo qui tombaient dans ses yeux. Elle avait balayé les cheveux coupés, mais Kunle était passé juste après. Il avait dit qu'il allait se laver les mains. Avait-il ramassé les cheveux? Et à côté de la mèche, il y avait autre chose. Un petit éclat blanc, dur. Un morceau d'ongle. Ou peut-être une dent? Keinde avait perdu une dent de lait juste avant de tomber malade. Elle l'avait mise sous son oreiller pour la petite souris. Le lendemain matin, la dent avait disparu et il y avait un billet de 1000 Neira. Amara avait pensé que c'était Kunle qui avait joué le jeu. La réalisation la frappa avec la violence d'un coup de poing dans l'estomac. Elle s'effondra sur la moquette épaisse du dressing, les jambes coupées. Ce n'était pas une simple amulette de protection, c'était un juju, de la sorcellerie pure. Son mari, l'homme d'affaires éduqué à Londres, l'homme qui se moquait des superstitions il y a 10 minutes à peine, portait sur lui les reliques biologiques de ses propres enfants. Pourquoi? La réponse vend d'elle-même, implacable, terrifiante. À Lagos, on murmure des histoires qu'on raconte à voix basse dans les marchés, des rumeurs sur les yaougois devenus trop riches, trop vite, sur les politiciens qui enterrent des vaches vivantes, sur les magnats de l'immobilier qui font des pactes pour que l'argent coule à flot. Le sacrifice. On ne donne pas quelque chose pour rien. Pour obtenir une puissance surnaturelle, il faut payer. Et la monnaie des esprits n'est pas le Neira ni le dollar, c'est la vie, le sang, l'innocence. Ces enfants n'étaient pas malades, ils étaient consommés. Kunle les utilisait comme des piles. Il drainait leur énergie vitale, goutte à goutte, jour après jour, pour alimenter sa réussite, pour signer ses contrats, pour briller en société. Il les portait littéralement sur lui, cousus dans ses laitements, comme des talismans vivants. Amara sentit la bile monter dans sa gorge. Elle rampa jusqu'à la petite poubelle en osier dans le coin de la pièce et vomit tout ce qu'elle avait dans l'estomac. C'est-à-dire rien, juste de l'eau et de la bile acide. Elle resta là, haletante, tremblant de tout son corps, l'amulette toujours serrée dans son poing gauche. Que devait-elle faire? Si elle l'appelait maintenant, il nierait. Il dirait que c'est une protection pour eux. Ou pire, il comprendrait qu'elle sait. Et alors que lui ferait-il? Elle regarda l'amulette avec haine. Elle avait envie de la brûler, de la détruire, de la réduire en cendres. Mais une peur superstitieuse la retint. Si elle détruisait le lien brutalement, est-ce que cela tuerait les enfants? Est-ce que leurs âmes étaient piégées là-dedans? Elle devait le savoir, elle devait en être sûre, à 100%. Elle avait besoin de preuves tangibles, pas juste d'un objet bizarre. Elle devait comprendre l'étendue du pacte. Et surtout, elle devait remettre cette chose en place. Si Kunle rentrait ce soir et ne sentait pas la bosse dans sa veste, il saurait. Et s'il savait, elle était morte. Avec des mains qui ne semblaient plus lui appartenir, elle se releva. Elle essuya sa bouche d'un revers de manche. Elle prit l'amulette et la glissa à nouveau dans la fente de la doublure. Elle la positionna exactement là où elle l'avait trouvée. Elle reprit l'aiguille et le fil noir. Chaque point de couture était une torture. Elle devait reproduire la maladresse de la couture originelle. Elle piquait, tirait. Ses yeux brûlaient, sa vision se brouillait, mais elle continuait. 5 minutes plus tard, c'était fini. La veste semblait intacte. Le secret monstrueux était de nouveau caché sous la soie italienne. Elle remit la veste sur le cintre, exactement au même angle. Elle rangea les ciseaux. Elle vérifia que rien ne traînait au sol. Elle sortit du dressing. Le soleil était désormais haut dans le ciel, inondant la chambre d'une lumière cruelle. Mais pour Amara, il faisait nuit noire. Elle retourna dans la chambre des enfants. Elle s'assit à nouveau entre les deux lits. Cette fois, elle ne pleurait plus. Elle regarda le visage pâle de Taiwo, puis celui de Keinde. Un changement s'était opéré en elle. La douleur, cette douleur liquide et paralysante qui la noyait depuis 3 mois, venait de se solidifier.
Elle s'était transformée en quelque chose de froid, de dur et de tranchant, de la rage. Elle posa sa main sur le front de son fils. « Je sais, murmura-t-il, sa voix basse vibrant d'une promesse sauvage. « Je sais ce qu'il vous a fait, et je le jure devant Dieu, il va le payer, pas avec de l'argent. Il va le payer avec tout ce qu'il a. » Elle se leva. Il fallait qu'elle fouille. Pas le dressing cette fois, le bureau. Le bureau du sous-sol, cette pièce dont Kunle gardait toujours la clé sur lui. Mais Amara savait quelque chose que Kunle ignorait. Il y avait un double de cette clé. Une vieille clé rouillée que l'ancien propriétaire leur avait donnée lors de l'achat de la maison il y a 5 ans et qu'elle avait jetée au fond d'un vase décoratif dans le hall d'entrée, pensant ne jamais en avoir besoin. Elle allait attendre la nuit. Elle allait attendre que les domestiques dorment. Elle allait descendre dans les entrailles de sa propre maison pour affronter les démons de son mari. La journée passa avec une lenteur atroce. Amara joua son rôle. Elle but du thé, elle répondit aux appels de condoléances anticipés de ses fausses amies, elle regardait le personnel nettoyer le sol en marbre, mais son esprit était un tambour de guerre. Le crépuscule tomba sur Lagos, peignant le ciel de rouge et d'or, comme si la ville saignait. L'heure approchait. La nuit tomba sur Lagos comme un couvercle de plomb sur une marmite bouillante. Ce n'était pas une nuit paisible, c'était une nuit d'orage, de ces orages tropicaux violents qui transforment le ciel en champ de bataille. Les éclairs zébraient l'horizon au-dessus de la lagune, illuminant par intermittence le salon de la villa d'une lumière spectrale, blanche et crue, avant de replonger la pièce dans une obscurité encore plus épaisse. Amara était assise dans le grand canapé en cuir italien, immobile. Elle avait renvoyé le personnel de maison dans leur quartier, à l'arrière de la propriété, prétextant une migraine et un besoin de solitude absolue. Elle avait éteint toutes les lumières. Elle voulait que la maison paraisse endormie, morte. Son esprit était un tambour de guerre. Et l'heure cloche du grand-père sonna 2 heures du matin. Le tonnerre grondait au loin, un roulement de tambour sourd qui faisait vibrer les vitres blindées. C'était le moment. Si Kunle avait un rituel, ou s'il cachait des preuves, c'était dans ce bureau qu'il appelait son sanctuaire. Elle se leva. Ses jambes étaient lourdes, comme si elle marchait dans de la mélasse. Elle traversa le salon. Le silence était total, seulement troublé par le bruit de sa propre respiration, courte et saccadée. Elle arriva devant le vase. Elle plongea son bras lidant. La porcelaine était froide contre sa peau. Ses doigts tâtonnèrent dans le vide, effleurant la paroi lisse, puis le fond rugueux. La panique lui serra la gorge. Avait-elle rêvé? L'avait-elle jeté? Elle se pencha davantage, l'épaule coincée dans le goulot, grattant le fond avec ses ongles. Cling. Un petit bruit métallique. Son index crocheta un anneau froid. Elle retira son bras lentement, serrant l'objet comme s'il s'agissait du diamant le plus précieux du monde. C'était une petite clé en laiton, ternie par le temps, une clé simple, banale, la clé de l'enfer. Amara se dirigea vers la porte de service qui menait au sous-sol. Habituellement, cette zone était réservée au stockage du vin et aux équipements techniques, mais depuis 2 ans, Kunle avait fait installer une porte blindée supplémentaire au bas des marches. Elle ouvrit la porte de service. Un souffle d'air froid remonta de l'escalier, chargé d'une odeur particulière. Ce n'était pas l'odeur de renfermé habituelle des sous-sols. C'était une odeur organique, douceâtre, écœurante, une odeur de fleurs pourrissantes et de cire fondue. Elle alluma la lampe torche de son téléphone, n'osant pas toucher aux interrupteurs muraux. Le faisceau blanc tremblotait sur les murs de béton brut. Elle descendit, marche après marche. 1, 2, 3. À chaque pas, son instinct lui hurlait de faire demi-tour. Ne va pas voir, ce que tu vas voir ne pourra jamais être oublié. Mais l'image de Taiwo et Keande, inertes dans leur lit, la poussait en avant. Elle arriva devant la porte blindée. Elle inséra la clé dans la serrure. Elle tourna. Il eut une résistance. La serrure était vieille, grippée. Amara força, s'écorchant le pouce. Crac. Le mécanisme céda dans un bruit sec qui résonna comme un coup de feu dans le silence du sous-sol. Elle se figea, retenant son souffle, écoutant les bruits de la maison au-dessus. Rien, juste le grondement du tonnerre. Elle poussa la porte, elle grinça sur ses gonds. Amara entra et balaya la pièce avec son faisceau lumineux. Ça n'était pas un bureau. Il y avait bien un bureau en acajou au centre et une chaise de direction en cuir, mais c'était la seule trace de normalité. Les murs, peints en blanc à l'origine, étaient couverts d'inscriptions.
Des symboles géométriques tracés à la craie rouge et au charbon de bois, des cercles, des triangles, des yeux stylisés qui semblaient la regarder de partout. Mais ce qui attira son regard, ce fut le fond de la pièce. Là où aurait dû se trouver une bibliothèque, il y avait un autel. C'était une structure basse, recouverte d'un tissu de velours noir. Sur cet autel, le cauchemar prenait forme. Amara s'approcha, ses pieds heurtant des bougies noires posées à même le sol. Il y en avait des dizaines, fondues, formant des flaques de cire solidifiées qui ressemblaient à des mares de goudron. Sur l'autel, il y avait des bols en terre cuite remplis de liquide sombre, coagulé. Et au centre, trônant comme des icônes religieuses, il y avait 2 photos. Les photos de classe de Taiwo et Kehinde. Mais quelqu'un, Kunle, avait barré leurs yeux avec de la peinture rouge, une croix épaisse sur chaque regard, et sur leur bouche, il avait collé un morceau de ruban adhésif noir. Aveugles et muets. C'était ainsi qu'il les voulait. Des coquilles vides. À côté des photos, il y avait des liasses de billets de banque, des dollars, des livres sterling, des euros. Les billets étaient tachés, souillés par le liquide des bols. L'argent et le sang, mélangés dans une communion obscène. Amara sentit ses genoux lâchés. Elle s'agrippa au bord de l'autel pour ne pas tomber. Ses doigts rencontrèrent un livre, un grand registre à la couverture de cuir, semblable à ceux qu'utilisent les comptables. Elle l'ouvrit. Ce n'était pas une comptabilité d'entreprise, c'était le grand livre de la mort. À la lumière tremblante de son téléphone, elle lut les entrées, écrites de la main soignée et élégante de son mari. 12 janvier 2025. Offrande, vitalité de Taiwo, 50%. Demande, acquisition du terrain de Victoria Island. Résultat, accordé. 14 février 2025. Offrande, vitalité de Kehinde, 50%. Demande, contrat gouvernemental Lagos State. Résultat, accordé. 10 mars 2025. Offrande, silence des jumeaux, coma induit. Demande, protection contre l'audit fiscal fédéral. Résultat, accordé. Dossier perdu par l'administration. Amara lisait, et chaque ligne était un coup de poignard. Il tenait les comptes, il gérait la vie de ses enfants comme un stock de marchandises. Il vendait leur souffle, leur rire, leur avenir, morceau par morceau, contre de l'immobilier et de l'influence. Elle tourna la page. La dernière entrée était datée de demain. 20 juin 2025. Nuit de la nouvelle lune. Offrande finale, le cœur de la mer. Amara. Demande, présidence du consortium pétrolier panafricain et pouvoir absolu. Note, le sacrifice doit être volontaire ou pris par surprise dans la maison. Le scellement sera définitif. Le téléphone glissa des mains d'Amara et tomba sur le tapis avec un bruit sourd. Le cœur de la mer. Elle n'était pas seulement une spectatrice, elle était le bétail. Il l'avait gardée pour la fin. C'était pour ça qu'il était si calme, si détaché. Il l'engraissait. Il attendait la bonne date astrologique pour l'égorger, spirituellement ou physiquement, afin d'attendre le sommet de sa pyramide macabre. Soudain, un bruit la fit sursauter. Ce n'était pas le tonnerre cette fois. C'était le bruit caractéristique des pneus sur les pavés mouillés de l'allée, au-dessus, puis le ronronnement du portail électrique qui s'ouvrait. Kunle était rentré. Il était 3 heures du matin, et il était là. La terreur pure, animale, remplaça l'horreur. Amara ramassa son téléphone frénétiquement. Elle devait sortir d'ici. S'il la trouvait dans le sanctuaire, il n'attendrait pas demain. Il la tuerait ici, tout de suite, et dirait à la police qu'elle avait glissé dans l'escalier. Elle referma le registre. Elle essaya de remettre le tissu noir exactement comme il était. Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa une petite statuette en bois. Elle la remit en place. Les bruits de pas résonnèrent au rez-de-chaussée, des pas lourds, assurés. Il ne marchait pas vers la chambre. Il marchait vers la cuisine, qui était juste à côté de l'entrée du sous-sol. Amara éteignit sa lampe torche. Elle se retrouva dans le noir total, entourée par les yeux peints sur les murs. Elle remonta l'escalier à tâtons, priant pour ne pas trébucher. Chaque craquement de marche lui sembla être une explosion. Elle arriva derrière la porte blindée. Elle colla son oreille contre le métal froid. De l'autre côté, elle entendit le bruit d'un verre compo sur le comptoir en granit de la cuisine. Il se servait à boire.
Il était à 3 mètres d'elle, juste de l'autre côté de la cloison. Elle devait verrouiller la porte. Si elle sortait maintenant, elle tomberait nez à nez avec lui. Mais si elle ne sortait pas et qu'il décidait de descendre, elle entendit Kunle soupirer, un soupir long, satisfait. Puis le bruit de ses pas s'éloigna. Il se dirigeait vers le salon. C'était sa chance. Amara ouvrit la porte doucement. Elle ne la verrouilla pas, le bruit de la clé serait trop fort. Elle la repoussa juste assez pour qu'elle semble fermée. Elle se glissa dans la cuisine obscure. Elle rampa presque jusqu'à l'escalier principal. « Kunle » La voix venait du salon. Elle se figea, un pied sur la première marche de l'escalier. Son cœur s'arrêta. Elle se tourna lentement. Kunle se tenait à l'entrée du salon, un verre de whisky à la main. Il avait enlevé sa veste. Sa chemise blanche était ouverte au col. Dans la pénombre, ses yeux brillaient. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Sa voix était douce, mais il y avait une tension sous-jacente, comme une corde de violon trop tendue. Amara devait improviser. Sa vie en dépendait. « J'ai entendu l'orage », bégaya-t-elle, sa voix rauque peur. « Je suis descendue chercher de l'eau. » Kunle l'observa. Il prit une gorgée de son verre sans la quitter des yeux. Il scanna son visage, sa robe de chambre, ses pieds nus. « De l'eau » répéta-t-il. Il fit un pas vers elle. « Il y a des bouteilles d'eau dans le frigo de notre chambre, Amara. » Elles étaient vides, mentit-elle. Le mensonge sortit tout seul. Et j'avais besoin de marcher. La maison est si étouffante ce soir. Kunle s'approcha encore. Il entra dans son espace vital. L'odeur qu'il dégageait était encore plus forte que le matin. Une odeur de brûlé. Il tendit la main et toucha la joue d'Amara. Ses doigts étaient étroits en cause du verre qu'il tenait. Il caressa sa peau, puis descendit vers son cou. Amara se força à ne pas reculer, à ne pas frissonner de dégoût. « Tu es trempé de sueur ?» remarqua-t-il doucement. Il retira sa main et regarda ses propres doigts, humides de la transpiration de sa femme. « Tu as peur, Amara ?»« C'est l'orage, » souffla-t-elle. « Et les enfants, je m'inquiète pour eux. » Kunle sourit. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas pour les enfants. Bientôt, tout sera réglé. Bientôt, nous entrerons dans une nouvelle ère, une ère de paix et de puissance absolue. » Il se pencha et chuchota à son oreille. « Demain soir, j'ai organisé un dîner spécial, juste toi et moi, pour fêter l'avenir. Tu seras belle pour moi, n'est-ce pas ?» Amara comprit. Le dîner, c'était la cérémonie. « Oui, Kunle, » dit-elle. « Je serai belle. » « Bien. Remonte te coucher. J'ai encore du travail à faire. En bas. » Il désigna la porte du sous-sol d'un mouvement de tête. Le sang d'Amara se glaça. S'il descendait maintenant, il verrait la statuette renversée. Il verrait peut-être que le registre a été bougé. Mais elle ne pouvait rien faire. « Bonne nuit, Kunle. » Elle monta l'escalier, sentant son regard peser sur son dos comme une cible. Elle ne courut pas. Elle marcha dignement jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Une fois dans la chambre, elle s'effondra contre la porte, la verrouillant à double tour. Elle courut vers la fenêtre, elle regarda dehors. Le portail était fermé, les gardes faisaient le ronde avec les chiens. Les murs étaient hauts, surmontés de barbelés électrifiés. Elle sortit son téléphone pour appeler à l'aide. Pas de réseau. Elle regarda les barres. 0. Un brouilleur. Kunle avait activé un brouilleur de signal. C'était courant chez les hommes riches de Lagos pour éviter l'espionnage industriel, mais ce soir, c'était pour l'empêcher, elle, de communiquer avec l'extérieur. Elle essaya le Wi-Fi. Coupé. Elle se précipita vers l'interphone interne pour appeler la guérite des gardes. Une voix grésilla. « Oui, madame ? » « Ouvrez le portail. Je dois aller à la pharmacie d'urgence pour Taïwo. » Un silence. Puis la voix du chef de la sécurité,
un homme massif, appelé Sunday. Désolé madame, monsieur a donné des ordres stricts. Personne ne sort et personne n'entre jusqu'à demain soir. Verrouillage de sécurité niveau 1. Menace d'enlèvement dans le quartier, paraît-il. C'était un mensonge. Il n'y avait pas de menace d'enlèvement. La menace était à l'intérieur. Elle raccrocha. Amara réalisa l'ampleur du piège. Elle était enfermée dans une forteresse dorée, avec un monstre qui attendait le coucher du soleil pour lui prendre son cœur. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas appeler, et ses enfants étaient à la merci de cet homme. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains jointes. La panique menaçait de la submerger, de la rendre folle. Elle respira profondément. Inspire, expire. Elle pensa à l'autel, à la croix rouge sur les yeux de ses fils. La peur se transforma à nouveau en cette rage froide et calculatrice. Il pensait qu'elle était une victime, une brebis qu'on mène à l'abattoir. Mais il avait oublié une chose. Amara n'était pas seulement une femme de haute société qui buvait du champagne. Elle avait grandi à Mouchine, l'un des quartiers les plus durs de Lagos. Elle savait se battre, elle avait survécu à la pauvreté avant de connaître la richesse. Elle se leva et alla dans la salle de bain. Elle s'aspergea le face d'eau claire. Elle regarda son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, mais ils brûlaient d'un feu nouveau. « Tu veux mon cœur, Kunle ?» murmura-t-elle à son reflet. « Tu vas devoir venir le chercher, mais tu vas trouver autre chose à la place. » Elle ne pouvait pas fuir par les portes, elle ne pouvait pas escalader les murs électrifiés. Mais il y avait une chose que Kunle, dans son arrogance, avait peut-être sous-estimée. L'église de la Sainte Famille n'était pas loin, et le père Joseph venait parfois bénir les maisons du quartier, même celles des riches qui ne voulaient pas de lui. Il avait laissé une carte une fois, glissée sous le portail. Amara l'avait gardée, cachée dans sa Bible. Sur cette carte, il n'y avait pas qu'un numéro de téléphone. Il y avait une adresse e-mail. Et si le réseau mobile était coupé, peut-être, juste peut-être, qu'il restait une faille. L'ancienne ligne terrestre. Le vieux téléphone fax poussiéreux dans la chambre d'amis, celui qu'il n'avait jamais débranché parce qu'il était caché derrière une armoire. Si la ligne physique fonctionnait encore... Amara sortit de la chambre principale. Le couloir était vide. Elle entendit Kunle chanter en bas. Il chantait un hymne religieux, mais il en déformait les paroles. C'était un son atroce. Elle se glissa vers la chambre d'amis. La nuit ne faisait que commencer, et la guerre pour son âme et celle de ses enfants venait d'être déclarée. Le lendemain matin se leva sur Lagos, avec une chaleur étouffante. Le ciel était bas, gris, lourd, d'une pluie qui refusait de tomber, chargeant l'air d'une électricité statique insupportable. Dans la villa Balogun, le temps semblait s'être arrêté. Amara avait passé le reste de la nuit recroquevillée dans la chambre d'amis, le combiné du vieux téléphone fax pressé contre son oreille. Il y avait une tonalité, faible, grésillante, parasitée par l'orage, mais une tonalité tout de même. Elle n'avait pas appelé la police de l'Eki roule dans des voitures payées par des hommes comme Kunle. Elle avait appelé le seul numéro griffonné au dos de la carte sainte, celui du presbytère du père Joseph. Elle avait décroché à la 4e sonnerie, une voix ensommeillée, mais alerte. Elle n'a eu que 2 minutes avant que la ligne ne se coupe brutalement. Kunle avait dû arracher les câbles au sous-sol, mais 2 minutes avaient suffi. « Mon père, c'est Amara Balogun. Il veut me tuer ce soir. Il a sacrifié les enfants. Aidez-moi, je suis prisonnière. » La voix du prêtre avait été claire, sans hésitation. « Tenez bon, ma fille, ne mangez rien, ne buvez rien qu'il vous donne. Je viens, pas seule. La prière brise les chaînes, mais parfois il faut aussi un marteau. » La journée s'était étirée comme un élastique prêt à rompre. Kunle était resté à la maison. Il était d'une humeur exécrable, fébrile. Il arpentait le salon, déplaçant des objets, vérifiant les fenêtres. Il avait ordonné aux domestiques de préparer un grand festin pour le soir, mais il hurlait sur eux pour un oui ou un non. Il surveillait Amara du coin de l'œil. À chaque fois qu'elle croisait son regard, il y voyait une faim dévorante. Il ne voyait plus sa femme, il voyait son ticket pour la puissance absolue. À 18h, le soleil commençait à se décliner. L'atmosphère dans la maison changea. Les ombres s'élongèrent, prenant des formes grotesques sur les murs blancs. Kunle monta dans la chambre. « Mets ta robe rouge, ordonna-t-il, celle que je t'ai achetée à Dubaï, et descends au salon dans 30 minutes. » Amara obéit. Elle n'avait pas le choix. Elle enfila la robe de soie rouge sang.
Elle se maquilla, cachant ses cernes sous une couche de fond de teint. Elle regarda son reflet. Elle ressemblait à une reine prête à son couronnement ou son exécution. Elle descendit l'escalier monumental. Le salon avait été transformé. Les meubles avaient été poussés contre les murs. Au centre, sur le tapis persan inestimable, Kunle avait tracé un immense cercle avec une poudre blanche. Des bougies noires brûlaient aux 4 points cardinaux. L'odeur d'encens et de soufre était suffocante. Kunle l'attendait au milieu du cercle. Il était torse nu, portant seulement un pantalon de lin blanc. Son torse était couvert de dessins tribaux peints à l'huile noire. Il tenait dans sa main droite un couteau à lame courbe, un couteau cérémoniel ancien, dont le manche était fait d'os humain. « Tu es magnifique, » dit-il. Sa voix tremblait d'excitation. « Entre dans le cercle, Amara. Viens prendre ta place dans l'histoire. » Amara s'arrêta au bas des marches. « Où sont les enfants ?» demanda-t-elle calmement. « Ils dorment, » répondit Kunle avec un geste vague. « Bientôt, leur sommeil servira à une cause plus grande. Mais d'abord, toi, le cœur de la mère est la clé finale. Ton amour pour eux est l'énergie la plus pure. Une fois libérée par la lame, cette énergie me donnera le contrôle total sur le consortium. » Il leva le couteau vers elle. « Entre, Amara. N'oblige pas Sunday et les gardes à te traîner ici comme un animal. Fais-le dignement. » Amara regarda vers la baie vitrée. Dehors, la nuit était noire. Personne ne venait. Le père Joseph n'était pas là. Avait-il compris? Avait-il été arrêté à la guérite? Elle n'avait plus le choix. Elle devait gagner du temps. Elle avança lentement vers le cercle. « Je veux te dire une chose avant, Kunle, » dit-elle, s'arrêtant juste à la limite de la poudre blanche. « Quoi » aboya-t-il, impatient. « Fais vite, la lune se lève. » « Je sais pour l'amulette. Je l'ai vue dans ta veste. Je sais que tu portes les cheveux de Taiwo et la dent de Kende. » Kunle se figea. Un rictus de colère déforma son visage. « Tu as fouillé, petite fouineuse. Peu importe, ça ne change rien. Au contraire, ça rend le sacrifice plus puissant si tu es consciente. » Il fit un pas vers elle pour la saisir par le bras et la tirer dans le cercle. C'est à ce moment précis que le monde explosa. Boum! Un bruit fracassant venant de l'entrée principale. Le portail en chêne massif vola en éclats, propulsé vers l'intérieur comme s'il avait été frappé par un bélier. Des échardes de bois volèrent à travers le hall. Kunle sursauta, lâchant presque son couteau. « Qu'est-ce que... Sunday » hurla-t-il. Mais Sunday ne répondit pas. À la place, une silhouette apparut dans la poussière de l'entrée brisée. Ce n'était pas la police, ce n'était pas l'armée. C'était le père Joseph. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, il y avait une douzaine d'hommes, des hommes du quartier d'Adja, des maçons, des pêcheurs, des mécaniciens, des hommes aux mains cailleuses, armés de barres de fer, de pelles et de leur foi. Ils n'avaient pas peur des gardes de Kunle, car ils se battaient pour quelque chose de plus grand que l'argent. Le père Joseph avançait, une grande croix en bois levée haut devant lui. Il portait son étole violette d'exorciste. Son visage était terrible à voir, un masque de colère divine. « Kunle Balogun !» tonna le prêtre. Sa voix, amplifiée par l'acoustique du hall, résonna comme le jugement dernier. « Ton temps est écoulé !» Kunle recula, paniqué. « Sortez ! C'est une propriété privée ! Garde, tirez !» Mais aucun coup de feu ne retentit. Dehors, on entendait des cris et des bruits de lutte. Les fidèles du père Joseph avaient neutralisé la sécurité corrompue par la force du nombre et de la surprise. Le prêtre entra dans le salon, marchant droit vers le cercle occulte. Il ne regarda pas le couteau. Il regarda Kunle dans les yeux. « Tu as souillé la terre avec le sang de l'innocent. Tu as vendu ta propre chair. Ce soir, la dette est annulée. » Il aspergea l'eau bénite d'un geste large et puissant. Les gouttes traversèrent l'air et touchèrent le cercle de poudre blanche. La réaction fut immédiate et violente. La poudre siffla comme si elle prenait feu. Une fumée âcre, jaune, s'éleva du sol. Kunle hurla. Il ne fut pas brûlé physiquement, mais spirituellement. Il lâcha le couteau et porta ses mains à sa tête, comme si un bruit insupportable lui perçait les tympans.
Fais-les taire! Fais-les taire! Criait-il, tombant à genoux. Les bougies noires s'éteignirent toutes d'un coup, comme soufflées par un vent invisible. Le prêtre continua d'avancer, récitant des psaumes de libération en latin et en yoruba, sa voix couvrant les cris de Kunle. « Exorciso te, omni spiritu immunde. Sors de cette maison. Sors de cet homme. Lâche ses enfants. » Amara profita de la confusion. Elle se rua vers le couteau tombé au sol et l'envoya glisser loin sous un canapé d'un coup de pied. Puis elle courut vers l'escalier. « Les enfants !» cria-t-elle au prêtre. Elle monta les marches 4 à 4, déchirant sa robe rouge. Elle arriva dans la chambre médicalisée. L'atmosphère y était chaotique. Les machines bipaient de façon erratique. Les lumières clignotaient. Elle se jeta sur le lit de Taiwo. « Réveille-toi! Réveille-toi !» En bas, un cri inhumain déchira la maison. Un cri qui n'appartenait pas à Kunle, mais à la chose qui l'habitait. Le père Joseph menait le combat final. La maison trembla. Un cadre fauteux tomba du mur et se brisa. Soudain, le silence retomba, brutal, total. Plus de cris, plus de prières. Juste le son de la pluie qui commençait enfin à tomber dehors, lavant la ville. Dans la chambre, les moniteurs cardiaques se stabilisèrent, le rythme redevant normal, régulier, fort. Amara retint son souffle, fixant le visage de son fils. Les paupières de Taiwo frémirent, une fois, 2 fois. Puis, lentement, péniblement, elles s'ouvrirent. Ses yeux n'étaient pas vides, ils étaient bruns, chauds, vivants. Il cligna des yeux, ébloui par la lumière. Il tourna la tête vers sa mère. « Maman ?» croassa-t-il, la gorge sèche après 3 mois de silence. « J'ai fait un cauchemar. Il y avait un homme noir. Il voulait me manger. » Amara fondit en larmes, des larmes de soulagement pur qui lavaient son âme. « C'est fini, mon chéri, c'est fini. » À côté, Keinde bougea aussi, étirant ses petits bras comme après une longue nuit de sommeil. Amara les serra tous les deux contre elle, arrachant les capteurs, les fils, tout ce qui les retenait. Ils étaient là. Ils étaient revenus. Quelques minutes plus tard, Amara descendit, tenant ses enfants par la main, un de chaque côté. Ils marchaient doucement, faibles, mais debout. Dans le salon, la scène était saisissante. Le cercle était brisé, la poudre était dispersée. Le père Joseph était assis sur un fauteuil épuisé, son étole de travers, essuyant la sueur de son front. Et Kunle était recroquevillé en position fétale au milieu du salon. Il ne bougeait pas, il bavait légèrement. Ses yeux étaient ouverts, mais il n'y avait plus personne derrière. Son esprit avait craqué. Le retour de bâton occulte l'avait frappé de plein fouet. Les entités, privées de leur sacrifice, avaient pris ce qui restait, sa raison. L'homme puissant, le magnat de l'immobilier, n'était plus qu'une coquille vide, bégayant des mots sans sens. Le père Joseph leva les yeux vers Amara et les enfants, un sourire fatigué illumina son visage. « Ils sont libres », dit-il simplement. Amara regarda son mari une dernière fois. Elle ne ressentit ni haine ni pitié, juste un vide immense. Il était déjà mort pour elle depuis longtemps. « Allons-nous-en », dit-elle à ses enfants. « On ne vit plus ici. » Épilogue. 6 mois plus tard. Le marché de Balogun à Lagos Island est un endroit bruyant, coloré, vivant, loin du silence climatisé de Lekki. Amara tenait un petit stand de tissu. Ce n'était pas grand, mais c'était à elle. Elle gagnait son argent honnêtement, naira après naira. Elle vivait dans un petit appartement à Surulere avec les jumeaux. Taiwo et Keinde étaient assis derrière le comptoir, faisant leurs devoirs. Ils avaient repris l'école. Ils riaient en se chamaillant pour un stylo. Ils ne gardaient aucune séquelle physique, juste une peur instinctive du noir qu'Amara apaisait chaque soir avec une veilleuse. La villa de Lekki avait été saisie par la banque. Personne ne voulait l'acheter. On disait qu'elle était hantée par les cris d'un homme fou. Kunle avait été interné dans un asile psychiatrique délabré à Yaba. Amara n'était jamais allée le voir. Une cliente s'approcha du stand d'Amara, touchant un morceau de dentelle bleue. « C'est de la belle qualité, madame. Vous avez l'air heureuse. Vous avez la paix de Dieu sur votre visage. » Amara sourit, un vrai sourire, qui plissait les coins de ses yeux.
Oui, répondit-elle en regardant ses enfants. J'ai payé le prix fort pour l'avoir, mais maintenant personne ne peut me la prendre. Elle coupa le tissu. Le bruit des ciseaux était net et précis. La vie continuait, simple, dure, mais réelle.